L'espèce humaine est vieille d'environ 100 000 ans et elle est maintenant face à un tournant de son histoire. Cette espèce est dans une position où elle va bientôt décider, d'ici quelques générations, si l'expérimentation de la vie dite intelligente peut continuer ou si nous sommes déterminés à la détruire. Les scientifiques reconnaissent que les combustibles fossiles doivent être laissés dans le sous-sol si nos petits-enfants veulent avoir des perspectives décentes. Mais les structures institutionnelles de notre société font pression pour essayer d'extraire la moindre goutte. Les effets, les conséquences humaines prévisibles du changement climatique dans un avenir proche sont catastrophiques et nous courons vers ce précipice. Les êtres humains modifient la nature elle-même. L'homme est lui-même force de la nature. Les êtres humains aujourd'hui déplacent plus de gravats que toutes les forces de la nature. Les changements que cela produit sont physiques. À force de creuser dans la mer, prendre du sable pour faire du béton, pour faire des maisons, c'est 70 à 80% des plages du monde qui sont menacées de disparaître. Mais surtout, le trait côtier a changé, parce que les courants de la mer changent. C'est ça, l'Anthropocène. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Notre point de départ, c'est la crise de l'écosystème et l'intérêt général humain. Et l'intérêt général humain ne se comprend sans le reste de la biodiversité. Parce que l'être humain n'est pas la seule espèce vivante qui participe à l'équilibre de cet écosystème-là en particulier. Le seul dans lequel nous pouvons vivre. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. Nous essayons de maintenir vivant des plantes qui vont mourir, tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. C'est pas ça normalement l'agriculture. C'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide sur les blés en 1950. Il n'y avait pas un traitement fongible qui était appliqué. Les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Les hormones font avorter les arbres qu'il y a autour. Ça fait disparaître toute la flore. C'est un monde complètement strange, mais les gens ne savent pas. Autrefois, les champs étaient pleins de biodiversité. Quand nous nous sommes installés ici, nous avons choisi la sobriété, c'est-à-dire la sobriété comme facteur de bonheur parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, il faut ça et ça, mais à quel moment je vais être satisfait? Notre maison ferait le désespoir du cambrioleur. Il y a une télé, mais il n'y a rien qui ait une grande valeur, rien. Les choses sont dans l'usage, mais dans l'usage simple.
La rapidité de la communication donne l'illusion de vivre au cœur des événements. Mais cela signifie seulement qu'on est soumis à une propagande encore plus intense. Quand c'est instantané et palpitant, on se laisse entraîner par le flot des événements. C'est l'absence de profondeur et la superficialité, non la rapidité, qui affecte la perception du présent. Mais tout est fait pour effacer la mémoire. À partir du XXe siècle, on va créer un attachement aux objets. On va faire de l'attachement aux objets la norme. Et on va faire en sorte de capter l'attention des individus à travers le cinéma, la radio, la télévision, les médias de masse, la publicité, le marketing, pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leurs gosses, plus d'importance à leur grosse voiture 4x4 qu'à l'éducation de leurs enfants. C'est une manipulation de l'esprit pour faire en sorte que les êtres humains s'attachent à ce qui n'a finalement aucune valeur, puisque de toute façon, cette marchandise, à quoi est-elle destinée? À la casse. Ça, c'est le développement de la société de consommation. À partir de là, ça va engendrer, dans le monde anglo-saxon des partis de droite, une démarche stratégique de ce qu'on va appeler la mondialisation, la financiarisation et la révolution conservatrice. Et cette stratégie va être portée dès les années 70 par toutes sortes de penseurs néolibéraux. Elle va être conçue et élaborée sur le plan intellectuel à Chicago par la fameuse école de Chicago. Et elle va être concrétisée à partir de 1979 en Angleterre par Margaret Thatcher et en 1980 aux États-Unis par Ronald Reagan. En quoi consiste-t-elle ? Laissons tomber la production industrielle. De toute façon, c'est beaucoup d'ennuis, c'est des grèves, des droits sociaux à négocier en permanence. Laissons donc les nouveaux pays industriels produire à notre place. Donc, ne combattons pas la désindustrialisation, mais construisons un capitalisme financier qui contrôle tout ça au niveau planétaire. C'est ça qui va conduire à la mondialisation. Ronald Reagan va produire cette phrase célébrissime « The government is not the solution, it is the problem ». Les néolibéraux vont détruire la puissance publique pour que la socialisation des produits industriels se fasse. Il ne faut plus passer par l'État, il faut passer par le marketing. Le progrès technique, ça permet de produire du progrès social. Plus de justice sociale, plus d'éducation, plus de culture, une vie plus longue, etc. Tout ça constituant une augmentation de l'individuation psychique et collective des individus et des groupes sociaux. Et c'est ce qui a régi durant 2 siècles la société industrielle. C'est ça que la révolution conservatrice a détruit. Les conséquences, c'est qu'on n'a aucune capacité à se projeter dans le temps. On vit dans l'immédiateté permanente, on navigue à vue. Qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça? C'est un rapport au temps du capital. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un capital qui n'investit plus et purement spéculatif. Depuis 2008, ce modèle a craqué et n'est plus viable, parce qu'en plus, c'est un modèle ultra toxique qui pollue la planète, l'esprit des gens et qui rend l'éducation quasiment impossible. Tout fait que le long terme est totalement perdu. Tout le monde sait que ce modèle industriel est obsolète, mais personne n'ose dire on va investir dans un nouveau modèle pour le long terme, parce que la population est devenue ultra court-termiste, ultra pulsionnelle. Elle ne fait plus que réagir à l'immédiateté. Et donc, les politiques se calent sur cette temporalité-là,
ce qui fait que l'angoisse augmente encore. En même temps, les gens sont multidimensionnels, ils sont ainsi, mais ils voudraient être autrement. Les firmes de relations publiques, de publicité, d'art graphique, de cinéma, de télévision ont d'abord pour fonction de contrôler les esprits. Il faut créer des besoins artificiels et faire en sorte que les gens se consacrent à leur poursuite, chacun de leur côté, isolés les uns des autres. Les dirigeants de ces entreprises ont une approche très pragmatique. Il faut orienter les gens vers les choses superficielles de la vie, comme la consommation. Il faut créer des murs artificiels, y enfermer les gens et les isoler les uns des autres. Au XXe siècle, une certaine organisation consumériste joue un rôle très important en s'appuyant sur les industries culturelles qui sont des technologies de communication et qui ont engendré un désapprentissage de la vie sociale. Surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis que la télévision s'est développée, des courts-circuits se sont mis en place. Édouard Bernays, neveu de Sigmund Freud, celui qui a inventé le marketing en 1910-1920 en Amérique du Nord, qui était autrichien, il avait expliqué à quel point il fallait lire Freud pour arriver à capter l'attention des consommateurs, et des plus jeunes possibles, parce que plus ils sont jeunes, plus c'est efficace pour détourner leur attention de leur objet quasi spontané que sont leurs parents, leurs proches, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles, leurs amis, vers les marchandises. Pour les vendre, ces marchandises, il fallait convaincre les gens d'acheter ce dont ils n'ont pas besoin. Des psychotechnologies se sont développées et elles se sont appuyées sur la théorie de Freud pour la détourner profondément, pour manipuler les esprits, capter le désir et court-circuiter les structures de formation de l'attention au service de la production du désir. Facebook est foncièrement toxique et avilissant. Ce réseau détruit massivement les relations sociales, en particulier chez les jeunes. Il est antisocial. Il court-circuite et parasite les relations sociales en les télécommandant. Dès l'âge de 10 ans, et même avant pour certains, les enfants rencontrent Facebook. C'est une folie, s'agissant en particulier de l'amitié infantile. Un enfant a besoin d'un ami pour développer ce qu'il ne pourra jamais développer avec ses parents ou avec ses frères. Des confidences, des jeux, la découverte de la sexualité, essentielle à son appareil psychique. Cette relation d'amitié doit être absolument libre.
C'est l'espace de jeu de la spontanéité qui ne dépend pas d'une autorité familiale, parentale, ecclésiale ou scolaire. Il est faux de dire que Facebook permet de constituer des communautés de ce type. Facebook crée des communautés qu'il pilote de l'extérieur. Les gens qui appartiennent au réseau feraient soi-disant le réseau. C'est tout à fait faux. Il y a un top-down caché, mais très efficace. La machine qui pilote tout, c'est une manipulation par les algorithmes. Les algorithmes fonctionnent sur la base du renforcement comportemental des individus et des groupes. Plus on renforce un comportement, plus on peut le calculer, plus il est prévisible. On devient des marionnettes numériques. On croit tirer les fils, on est tiré par eux. D'un point de vue formel, conceptuel, il se produit des protensions automatiques. Les souvenirs sont des rétentions. Et les désirs, attentes, sont des protensions. Nous sommes que des attentes. Nous passons notre vie à attendre. Notre attente, c'est que les technologies algorithmiques savent capter et détourner à travers des protensions automatiques qui se font passer pour les nôtres et qui provoquent un sentiment diffus mais délétère de frustration. Les technologies qu'on utilise sont devenues des compulsions, quand ce n'est pas des addictions à part entière. Le réflexe de vérifier si on a un nouveau message, le désir d'aller sur YouTube, Facebook ou Twitter, juste quelques minutes, pour se retrouver 1 heure plus tard toujours en train de faire défiler l'écran ou de taper dessus. Cette urgence que vous ressentez probablement toute la journée, sans nécessairement la remarquer. Les innovateurs créent des produits conçus pour persuader les gens de faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Nous appelons ces gens des usagers, et même si nous ne le disons pas à voix haute, nous rêvons secrètement de les voir tous, jusqu'au dernier complètement accros à ce que nous fabriquons. Les entreprises doivent comprendre non seulement ce qui fait cliquer leurs usagers, mais aussi ce qui les fait vibrer. Le hook commence par un stimulus. Il faut que quelque chose donne envie aux usagers d'utiliser votre produit. En version simple, ce sera un bouton « Cliquez ici »,« S'inscrire », une notification qui provoquera chez l'usager une action. Mais le Graal, c'est le déclencheur interne. Un sentiment, une émotion, quelque chose en l'usager, dans sa psyché même, un itch, une démangeaison, quelque chose qui le dérange, qui le gêne. On l'a compris. Pour ça, les émotions négatives servent plus volontiers de déclencheur interne. Ennui, tristesse, peur du rejet, frustration. Si un service soulage cette démangeaison, en proposant une distraction par exemple, alors, banco. L'usager va associer le service et la recherche de soulagement. Internet, c'est une machine géante conçue pour donner aux gens ce qu'ils veulent. On pense souvent qu'Internet permet aux gens de faire des choses nouvelles, mais les gens veulent juste continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Le lien entre un déclencheur interne, par exemple la peur du temps qui passe, est une réaction. Prendre une photo et la poster sur Instagram va progressivement se renforcer, se sédimenter, comme les couches de nacre qui se déposent dans une huître. Et ça va devenir une habitude, quelque chose de subconscient, plus jamais questionné. C'est alors que l'entreprise aura réussi à établir son monopole sur l'esprit, être la réponse instinctive à un sentiment.
Terre, la plupart des êtres ne sont pas conscients du fait qu'ils sont des êtres spirituels immortels, ou qu'il y ait des esprits de toute nature. Ailleurs, beaucoup d'autres êtres sont conscients de cela, mais malgré tout, presque tous ont une compréhension très limitée d'eux-mêmes comme étant un être spirituel immortel. Une des raisons à cela est que les êtres spirituels immortels ont été en guerre les uns contre les autres depuis le début des temps. Le but de ces guerres a toujours été d'établir la domination d'un être spirituel immortel ou d'un groupe d'êtres spirituels immortels sur l'autre. Suite au fait qu'un être spirituel immortel ne peut pas être tué, l'objectif a été de capturer et d'immobiliser les êtres spirituels immortels. Cela a été fait d'une variété presque illimitée de moyens. La méthode la plus simple pour capturer et immobiliser un être spirituel immortel est possible grâce à l'utilisation de différents types de pièges. Ces pièges ont été réalisés et mis en place par de nombreuses sociétés spécialisées dans l'invasion de territoires comme celle qui est devenue l'Ancien Empire, qui a commencé à se développer il y a environ 64 milliards d'années. Les pièges sont souvent mis en place dans le propre territoire des êtres spirituels immortels qui sont attaqués. Habituellement, un piège est installé avec ondes électroniques de beauté pour attirer l'attention et l'intérêt d'un être spirituel immortel. Lorsqu'il s'approche de la source de l'onde esthétique, comme par exemple un beau bâtiment ou de la belle musique, le piège est activé par l'énergie déployée par l'être spirituel immortel. Un de ces mécanismes de piège les plus courants utilise la propre énergie mentale qui émane de l'être spirituel lorsqu'il essaye de se débattre contre le piège. Le piège est activé et alimenté par l'énergie mentale de l'être. Plus celui-ci se débat avec force et plus le piège acquiert de force pour attirer à lui d'autres êtres et les maintenir piégés. Durant toute l'histoire de cet univers physique, de vastes zones de l'espace ont été colonisées par des sociétés d'êtres spirituels immortels qui envahissent et prennent de nouveaux domaines de l'espace de cette façon. Dans le passé, ces invasions ont toujours partagé des éléments communs. Les origines de cet univers et de la vie sur Terre, telles que décrites dans les manuels, sont tout à fait inexactes. Les textes des livres sur les sujets liés au fonctionnement des formes de vie contiennent des informations qui sont basées sur des faux souvenirs, des observations inexactes, des données manquantes, des théories non prouvées et de la superstition. L'idée que le corps humain a évolué spontanément à partir d'un mélange de produits chimiques en interaction depuis la nuit des temps n'est rien de plus qu'un des mensonges inculqués par l'hypnose après l'amnésie pour ainsi la renforcer et empêcher tout souvenir des véritables origines de l'humanité. Dans les faits, les organismes humanoïdes existent dans de nombreuses formes différentes à travers l'univers depuis des milliards d'années. Des consultants de toute la galaxie, spécialisés dans presque toutes les biotechnologies, ont été amenés à aider sur ce projet. Ce que vous voyez maintenant sur Terre, l'énorme variété de formes de vie qui fut abandonnée. Vos scientifiques croient que la fausse théorie de l'évolution est une explication à l'existence de toutes les formes de vie ici-bas. La vérité est que toutes les formes de vie sur cette planète et sur tout autre dans cet univers ont été créées par des sociétés comme la nôtre.
pouvez-vous expliquer que des millions d'espèces divergentes et sans rapport entre elles soient en vie sur Terre et dans les océans de la planète? Sinon, comment pouvez-vous expliquer la source d'animation spirituelle qui définit toutes les créatures vivantes? Dire que c'est le travail de Dieu est bien trop vague. Chaque être spirituel immortel possède beaucoup de noms et de visages en de nombreux temps et lieux. Chaque être spirituel immortel est un Dieu. Quand il habite un objet physique, il est source de vie.